Bonjour Dominique Conance. Bonjour Franck. Vous avez écrit un livre qui s'appelle Une rose à Waterloo, et cette année, on fête le bicentenaire de la mort de Napoléon. Vous pouvez nous parler un petit peu de cette dernière bataille de Waterloo qui a sonné le glas de son règne impérial en France et même par-delà le Rhin. Qu'est-ce que ça vous a inspiré, Waterloo, pour faire un livre qui s'appelle Une rose à Waterloo? Voilà, j'ai trouvé que la bataille de Waterloo consistait enfin, me donner le contexte, on va dire, pour l'histoire, hein, parce que c'est vrai que cette bataille, elle a un petit peu un côté, comment dire, un côté tragédie grecque presque, puisque Napoléon, qui avait vu une ascension formidable depuis une quinzaine d'années à peu près, quoi, en fait, hein, était devenu presque le maître de l'Europe, hein, hormis l'Angleterre qui lui résistait toujours, mais autrement les autres nations avaient été vaincues. La France n'avait jamais été aussi grande qu'à ce moment-là. Et puis, il y a eu la première bataille de la campagne de France qui a vu son premier gros échec, hein, et il est donc parti en exil à ce moment-là sur l'île d'Elbe. Et ensuite, il y a eu ce fameux retour victorieux qu'on a appelé la période des 100 jours, retour victorieux de l'île d'Elbe, qui a fait qu'il a repris le pouvoir sans tirer un coup de feu, ce qui est quand même une première dans l'histoire, je pense, de France, d'Europe et peut-être même du monde. Et pour ensuite, forcément, il s'est retrouvé de nouveau face à toutes les forces coalisées de l'Europe qui ne voulaient pas de lui, quoi, en fait, hein. Et donc, la bataille décisive a été celle de Waterloo, car déjà à ce moment-là, je pense que tout le monde savait très bien que soit cette bataille était gagnée, à ce moment-là, la France aurait vu une autre suite, sûrement. Mais si elle était perdue, on savait bien que c'était la dernière, quoi, en fait, hein. Et c'était ça, ce côté un petit peu tragédie qu'il y avait dans cette bataille, quoi, en fait. Et alors vous, vous êtes intéressé plus aux soldats, aux grenadiers, aux soldats qui composaient son armée. Et ça vaut être des soldats, ce sont néanmoins des hommes. Et vous avez fait un livre très, très, très proche de l'être humain, sous la carapace, sous l'armure du guerrier. Vous avez fait un petit peu l'analyse des soldats sur le plan sentimental. Vous pouvez nous en dire un petit mot pour pourquoi quelque chose un petit peu dans les coulisses du champ de bataille? Oui, disons que je pense qu'on a beaucoup écrit sur la bataille de Waterloo, hein, notamment du côté des généraux, du côté de l'empereur, etc. Et je me suis dit que voir la bataille sous l'angle du simple soldat, c'était peut-être la voir sous un autre angle, la voir plus humain, mais aussi comment dire, ses horreurs, hein, parce que ça reste une bataille, hein, ses horreurs sur le plan humain, mais aussi ses grands moments, entre guillemets, quoi, en fait, hein. Donc voilà, donc j'avais choisi comme personnage un soldat qui était un lancier. J'ai choisi tout simplement le régiment de lanciers, puisque c'est quand même les régiments de lanciers étaient de la cavalerie légère, donc affectés souvent à des missions de reconnaissance. Donc c'est ce qui me permettait d'avoir au niveau histoire, au niveau récit, un peu plus de possibilités, puisque ça permettait de sortir du contexte classique de l'armée, de la garnison ou du gros des troupes, quoi, en fait, hein, puisque les missions de reconnaissance, on peut faire des rencontres, hein, il peut se passer plein de choses et c'est le début de l'histoire, en fait, hein, donc Oui, d'ailleurs, voilà. j'ai été étonné parce que on connaît le champ de bataille, mais en dehors du champ de bataille, les contours sont pas très nets, ça c'est flou. Il y a des Prussiens vont vers les lignes napoléoniennes et inversement. Enfin, il y a les contours. On connaît bien le champ de bataille, mais les contours semblent assez flous avant la bataille. Oui, surtout que la bataille, on parle souvent de la bataille de Waterloo, mais il y a quand même eu des affrontements pendant 2 jours qui ont précédé la bataille de Waterloo, hein. Et c'est vrai que ce régiment de lanciers qui était engagé en premier, puisque justement, comme c'est des troupes de reconnaissance, c'est des troupes qui sont en première ligne, qui vont en avant du gros des troupes, hein. Donc, c'est les premiers à être engagés en cas de rencontre fortuite avec l'ennemi, quoi, en fait, hein. Donc, notamment, il y a eu la bataille la veille, la bataille qu'on a dit la bataille dite des quatre bras, où ces troupes, notamment le premier lancier, a rencontré les cavaliers anglais, quoi, hein. Donc, il y a déjà eu des batailles assez sanglantes déjà avant, quoi. Et c'est seulement après où à Waterloo, il y a eu à la fois les Anglais en premier et malheureusement les Prussiens qui sont arrivés en renfort en fin d'après-midi et qui ont fait basculer la bataille du côté des Alliés, quoi, en fait. Très bien, ben, c'est très intéressant ce petit tour d'horizon de la bataille de Waterloo. Et alors, vous venez de publier un autre livre
qui est le loup du crépuscule, qui est une autre période plus moyenâgeuse. Vous pouvez nous en dire un petit mot? Oui, donc celui-là, par contre, alors oui, j'ai changé d'époque, je reste dans le roman historique, hein, j'aime bien imaginer des petites histoires au sein de la grande, on va dire, donc là c'est un peu pareil, sauf que ça se passe au Moyen-Âge, cette fois-ci dans ma région, qui est la région des Vosges en fait, hein. Donc où là, où il y a eu on va dire des tensions entre différentes communautés, puisqu'on était, il y avait un coup, on n'était pas vraiment français à l'époque. Une partie faisait encore partie de l'empire, du Saint-Empire germanique, et l'autre faisait partie de ce qu'on appelait la France, on va dire déjà plus ou moins à l'époque, quoi, en fait, hein. Donc, mais là encore, hein, ça reste une histoire de personnages. Ils sont confrontés à des événements un peu tragiques qui se passent dans un village reculé en pleine forêt. Et un chevalier sur ordre de son supérieur, va enquêter, et il va être confronté à on va dire à des ennemis qui ne s'attendaient pas, et il va aussi être confronté à son propre passé qui va ressurgir et qui va un peu tout remettre en question, quoi, en fait. Oui, c'est ça. Dans ce roman aussi, il y a l'homme derrière le chevalier, il y a l'homme aussi, et ce ne sont pas que des faits dignes d'exploit, mais on sent bien le chevalier avec ses blessures aussi, son passé, les fantômes qu'il doit affronter. Et c'est vrai que c'est un livre qui a même un peu un côté presque onirique. À certains moments, on a l'impression entre le rêve, la réalité, on est un peu entre les deux, comme dans la vie, hein. On ne sait pas trop parfois où on en est, et on retrouve bien la lecture de ce livre. Oui, mais j'aime bien flirter un petit peu avec les frontières du fantastique, mais sans forcément tomber dedans. Mais voilà, mais j'aime bien, quoi, parce que ça met un peu de piment, quoi, on va dire, au récit, quoi, en fait, hein. Tout à fait. Mais de toute façon, ce sont deux très beaux livres, hein, que Enfortas a été ravi de publier. Et puis peut-être un troisième bientôt. Oui, le troisième est justement en cours, hein. Quand on commence, on ne s'arrête plus. Et justement, je reviens à l'épopée napoléonienne qui m'a toujours beaucoup passionné, quoi, en fait, hein. C'est pas pour rien que le premier roman touche à cette époque-là, hein, qui me tenait un peu à cœur, quoi, hein. Même si le Moyen-Âge, effectivement, est une très belle période aussi, hein, et donc, en l'épopée napoléonienne, il y a une autre période que j'ai toujours qui m'a toujours fasciné. Mais là, on revient au début de la grande légende napoléonienne, c'est la campagne d'Égypte. Ouais. Donc, mon troisième roman va se passer normalement, se passe au sein de la campagne d'Égypte, hein. Mais là, je profite pour justement faire un lien entre le côté un petit peu militaire, mais qui sera quand même moins présent que dans Une rose à Waterloo, avec surtout l'exploration, avec l'expédition scientifique qui avait lieu en même temps, et bien sûr le passé de l'Égypte, quoi, en fait, hein, qui vient aussi côtoyer tout ça, quoi, en fait, hein. Donc voilà, j'espère que mes lecteurs me suivront à nouveau sur ce prochain roman. Bon, on a hâte de le découvrir et de le lire. Merci, Tony Connance. Bien, merci à vous.